Bien parce que c'est mnémonique, les classes dominantes vis-à-vis versus les classes dominées. Donc, est-ce qu'il faut privilégier un terme plutôt que l'autre? C'est la question. La deuxième, comment pourrait-on éviter la reconduction de dérives de systèmes représentatifs vers la professionnalisation? Est-ce qu'on pourrait imaginer des tirages au sort ou autre? Tu as cité l'origine du terme souverainisme qui vient du Québec. Alors, j'en sais quelque chose, elle a une nationalité Canada et française. Et j'ai vécu au Québec dans les dernières années des projets souverainistes au Québec, à savoir les années 90, où ils ont perdu leur dernier référendum, qui était le dernier espoir en fait de ceux qui avaient comme projet politique et social, et justement tout le problème est là, de mener un projet national au Québec. Et c'est intéressant de voir le trajet du destin de ce terme et de ce projet au Québec, parce qu'il illustre un petit peu nos propres problèmes ici. Au départ, le projet souverainiste au Québec, donc la remarque est parfaitement juste, c'est laudatif, c'est-à-dire que c'est une qualité politique au Québec d'être souverainiste, et chez nous c'est donc un péché mortel. C'est effectivement la porte d'entrée dans le nationalisme, qui est la porte d'entrée dans le fascisme, qui est la porte d'entrée vers les camps de concentration. Donc, puisque tous les raccourcis mènent finalement au même endroit. Donc au Québec, donc pas du tout. Ils sont d'ailleurs dans l'ensemble de l'Amérique, du sud comme du nord, la souveraineté étatique, la souveraineté nationale et les projets politiques nationaux ne sont absolument pas connotés négativement. Ils n'ont absolument pas le problème qu'on connaît en Europe. Fin de la parenthèse. Au départ, les projets de souveraineté au Québec étaient indissociables d'un projet social. Et d'ailleurs, c'est normal puisque le Québec était dominé économiquement, politiquement par les anglophones au Canada. Et donc forcément un projet d'indépendance nationale au Québec signifie un projet d'émancipation sociale et politique d'un peuple qui était dominé par un autre. Donc on ne pouvait pas avoir un projet national qui ne soit pas couplé à un projet politique social, salarial, de conditions de travail, d'amélioration générale de la condition des gens, lié à ce projet national. Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet souverainiste avait le vent en poupe. C'était qu'il était lié aux intérêts directs de la population qui se retrouvait dans ce projet national. Et donc forcément être souverainiste, se séparer de l'État fédéral anglophone et dominant canadien était synonyme d'un projet politique ambitieux, social, salarial, etc. Au fur et à mesure du projet souverainiste, le contenu politique, social, d'émancipation par rapport au Canada, l'économie anglophone, des États-Unis, a disparu parce qu'ils sont comme nous, de ce point de vue-là, hélas, ils ne se distinguent pas de nos ambiguïtés européennes, et ils ont peu à peu abandonné le contenu social, économique, et salarial et compagnie qui était lié au projet souverainiste pour se focaliser sur l'aspect identitaire du projet national québécois. Qu'est-ce qui est arrivé? Au fur et à mesure, les référendums, les essais de tentatives institutionnelles de prise de souveraineté de cette province ont perdu tout soutien populaire au fur et à mesure, puisque désormais, être souverainiste au Québec, c'est défendre les valeurs culturelles, historiques, religieuses, tout ce qu'on veut, immémorial, un projet identitaire, strictement identitaire, qui n'est plus couplé à un projet politique et social. Résultat,
le projet souverainiste n'a plus du tout le vent en poupe, ne représente plus du tout le futur et l'espoir des gens au Québec, et ils sont totalement intégrés à une Amérique du Nord intégralement capitaliste et disciplinée. Donc le destin du terme et du projet souverainiste au Québec nous signale quelles sont les ambiguïtés éventuelles d'un souverainisme. Parce que finalement, la critique du souverainisme n'est pas tant que ça sans objet. Et je finirai là-dessus. Les gens qu'on qualifie de souverainistes pour les disqualifier actuellement, certains s'en prévalent, et Jacques l'a dit, notamment à droite. Eh bien, c'est pas un hasard, parce que ces gens-là, effectivement, fétichisent la souveraineté étatique, d'ailleurs, qu'ils nomment souveraineté nationale, alors qu'ils parlent de la souveraineté de l'État, c'est-à-dire, non, c'est pas pareil, c'est-à-dire de l'intégralité de la puissance publique, qui n'est d'ailleurs pas à négliger, entre parenthèses. Effectivement, c'est la condition pour une souveraineté nationale. Parce qu'une nation souveraine dans un État qui lui-même n'a pas de puissance publique, on voit bien que les enjeux sont coupés. Mais confondre les deux, c'est déjà un problème. Confondre la souveraineté de l'État avec la souveraineté nationale, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de réduire le projet d'une souveraineté, qui est un prérequis, avec son enjeu, qui lui est social et politique. Donc, s'il n'y a pas un enjeu social et politique émancipateur comme clé de l'enjeu de la souveraineté nationale et de la souveraineté étatique, on comprend bien que ça ne peut pas déclencher une dynamique politique générale. Donc, finalement, quand on lève un petit peu une partie des ambiguïtés qui sont derrière souverainisme et souveraineté, on s'aperçoit qu'il faut marcher sur ces deux pieds et qu'on ne peut pas sans frais séparer les problèmes à ce point-là. Souveraineté nationale et projet politique et social. C'est quand on lit l'ensemble de ces facteurs qui sont interreliés qu'on peut de nouveau s'adresser de manière complète à la population. Enfin, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Sur l'aspect lutter contre l'Union européenne, sortir, je crois que ça fait consensus, je ne serai pas là. Le volet syndical, la Confédération européenne du syndicat, est le relais indispensable au patronat pour faire baisser ces politiques de destruction des acquis sociaux. Face à ça, il n'y a pas rien. La FSM, qui a connu des vicissitudes, n'est pas aujourd'hui, ça tombe dans les livres, parce que l'occasion de participer à des rencontres de la FSM à différents endroits, il n'est pas la courroie de transmission d'un bloc de l'Est qui a disparu et compagnie. Elle est, en Europe, il y a un trou manifeste, mais elle est la COSATU, l'Afrique du Sud, vient de rejoindre la FSM, elle syndique, je crois, 80 millions de par le monde, et représente un pôle, je crois, indispensable. Le fait que les syndicats européens, CGT bien avant les autres, puis maintenant la CGT et compagnie, et rejoint la CES, est un facteur explicatif de leur, comment dire, comment tu vas dire, Gilles ? Leur démission. Voilà, je cherchais un mot qui soit dit, hein, enfin bon, leur adaptation aux réalités d'aujourd'hui, et encore là dans son classe pour parler de langage. Parce que bon, pour l'historique, c'est pas si vite sur la FSM. Hein. Il y avait un syndicat unique religieux à la Libération, au Vatican. Hein. Et puis il y avait un grand syndicat juif, le syndicat mondial, la CGT comportait alors 6 millions de membres, qui faisait bon. Les syndicats américains ont choisi, en fait, de pratiquer la scission, hein, casser dans la perspective de la guerre froide cet outil qui rassemblait de façon internationale, en fait, elle a été créée à Paris, et donc cette question de quitter la CES ou de ne pas y adhérer, je veux dire, outil de collaboration de classe, outil de soumission aux intérêts du monopole, et de renforcer une centrale syndicale qui n'est pas, encore une fois, qui porte des luttes dans l'Amérique latine et autres, particulièrement importantes. Elle n'est pas, je veux dire, si les camarades notaient, je vous invite à se connecter au site WFTU, ça s'appelle là.
série de luttes extrêmement importantes, et pas que dans l'Amérique latine, se passent avec l'aide, l'appui, le soutien dans la PSN. Sur le deuxième point, si je suis trop long, tu me coupes, hein, définition caricaturale de l'État. J'en vois une énorme, encombrante, omniprésente dans la tête, l'État arbitre. L'État au-dessus de la mêlée, organisant entre partenaires sociaux le dialogue dans l'intérêt commun et compagnie. Non. En toute société, l'État, et je n'invente pas moi, c'est Marx, est l'outil, quand il y a des classes inconciliables, je ne parle pas de la période où il n'y avait pas encore d'État, de la classe dominante. Quelles que soient les conditions de son fonctionnement, sa base nationale ou supranationale et compagnie. Encore une fois, hein, j'ai rien inventé. Je ne confonds pas les services publics issus, tu l'as justement rappelé, hein, de conquête dans un rapport de force terminé quand il y avait notamment un conseiller et compagnie, et ici aussi besoin de capital, il leur faut de la main-d'œuvre, qui va être formée à moindre coût pour eux, j'entends, hein, ils embaucheront, ils exploiteront dans le mouvement. Donc, si tu veux, pour moi, il y a, de façon complexe, un mécanisme unique État-monopole, qui n'empêche pas les affrontements entre monopoles, bien entendu, hein, à l'échelle internationale et nationale. Il n'y a pas un État qui sera, en quelconque façon, oui, ils ont été obligés de prendre des compromis, qui reprennent, les gens du MEDEF le disent clairement, mais l'idée qu'on pourrait gérer autrement en changeant le personnel et compagnie, qu'il n'y aurait pas à installer appelez-le comme on voudra, un pouvoir de travailleur, me paraît une idée, hautement, enfin, c'est un butoir, quoi, je veux dire. Hein. Je ne peux pas rêver de changer la société avec les outils installés par ceux qui dominent pour précisément la dominer, la réguler autrement. Voilà. Donc, ce n'est pas pour nier les points d'appui qui sont tenus. Hein. Je veux dire, moi, je relève du statut de Maurice Thorez de la fonction publique, je veux dire, hein, qui s'empêche de dormir et qui s'occupe de modifier. Mais sur le fond, il n'y a pas. Et comme tu as justement souligné, et ça me paraissait un peu contradictoire d'ailleurs par ce que tu as dit sur l'État, le personnel est commun. Le livre Tout pouvoir confondu, les camarades belges du Parti de la Belgique, le va-et-vient entre ministres, anciens ministres, dirigeants de multinationales, etc., ça tient, on disait de son famille au moment du Front populaire, c'est beaucoup plus petit. Donc, ils sont, comme tu as justement dit, ils sont identifiables. C'est pas du tout la dictature des marchés en l'air, mais les systèmes, les appareils d'État à base nationale ou à base supranationale sont partie intégrante. Il n'y a pas d'État qui serait un peu au-dessus de la mêlée, qui si peu que ce soit, je veux dire. Hein. Et dernièrement, j'ai vraiment terminé, là aussi, peut-être c'est moi qui suis fatigué, c'est la liqueur d'orange qui en est responsable, ou la sénescence, ou tout ce qu'on voudra, mais le capitalisme, ça ne veut rien dire, non. Non, mais je ne pense pas que tu le pensais, en fait, hein, mais comme tu l'as dit quand même, je vais le relever. Capitalisme, ça ne veut rien dire. Comme État, quoi. On n'est pas obligé de souscrire à ce qui est écrit dans l'État et la Révolution, mais ça existe. Et Marx, sur le sujet, je peux un peu quand même nuancer ce que tu as dit. Non, il n'est pas muet du tout sur le sujet. Il est mort un peu trop tôt. Engels a continué le boulot, la mise en œuvre et compagnie, mais c'est pas vrai qu'il est muet sur les questions d'État. On n'attend pas toutes les réponses écrites dans Marx, évidemment. Hein, mais sur les lois fondamentales du capitalisme, tout système social en général, la nécessité absolue d'accumuler ce capital, qui engendre de façon absolument nécessaire des crises, ça tu l'as dit, je veux dire, de toute façon, moi j'ai entendu que tu l'as dit, qui engendre la nécessité de détruire les forces productives, matérielles et humaines, hein, détruire en masse les usines modernes, les chômage et compagnie, la suraccumulation de capital qui fait qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, pour ces messieurs. Le tigre qui a bouffé 30 kilos de viande en bouffant les bébés du petit tigre à côté, et surtout les moutons, hein, etc. Demain, il a grossi, et ça, c'est pas une image uniquement, c'est une réalité dans les chiffres, les fusions, acquisitions, compagnie, il lui faut beaucoup plus. Donc, c'est pas, il n'y a pas, comment dire, une abstraction qui fonctionne. Il y a des lois de développement social, qui s'incarnent dans des moments donnés, dans des rapports de force déterminés, mais je ne crois pas qu'on ait. Sinon, ce serait proprement désespérant, quoi. L'idée qu'il y a un rouleau compresseur, des forces qui nous échappent, et comme le rapport de force est considérablement dégradé, qu'il y a eu en prime des rudiments et compagnie, qui ont su se battre et qui ne sont pas au bout de la. Mais, je veux dire,
fondamentalement, l'avenir ne leur appartient pas. Je ne dis pas ça comme un titre de foi. Hein. Les systèmes sociaux naissent et meurent en fonction de facteurs décisifs qu'il ne faut pas s'amuser, qui s'appellent les deux classes, auxquels on participe. Non, quel que soit le milieu où on se trouve, moi je suis à la FSU, d'autres aussi sont à la FTT, d'autres ne sont pas syndiqués, je les invite à se syndiquer, etc. Bon, voilà, point, hein. Voilà. C'était juste, hein, je ne sais pas si j'ai été très maladroit, mais encore une fois, la liqueur d'orange est responsable. En fait, entre la notion de souveraineté et d'internationalisme, mais je ne conçois pas un internationalisme comme ça, disons, au-dessus de toute considération s'il n'y a pas un projet, disons, socialiste. En fait, on va vers ce système. Ce qui n'apparaît pas, c'est l'énoncé en fait d'une planification entre les besoins, les moyens, etc. Un projet. Sur la terminologie, l'utilisation classe précédente, classe dominante. C'est vrai que j'ai sauté un peu de l'une à l'autre, mais on a, toujours à l'occasion de ce congrès, on a fait un gros travail de définition. On a eu un débat d'ailleurs pour savoir quelles expressions choisir. Classe capitaliste, classe dirigeante, classe dominante, classe possédante. Et pour chacune de ces expressions qui sont utilisées parmi les militants, on a choisi la notion de classe dominante. Et on n'a pas retenu la notion de classe possédante, bien que je l'ai utilisée par habitude, par déformation. Quelle est la différence que nous avons faite entre classe dirigeante, classe possédante, classe dominante? Les classes possédantes sont, comme le nom l'indique, celles qui possèdent. Or, aujourd'hui, la domination ne se fait pas seulement par les classes dominantes, elle se fait au nom des classes dominantes, mais il y a toute une série de catégories sociales qui participent à la domination et qui sont grassement rémunérées pour participer à cette domination. Par exemple, des journalistes de haut vol, des économistes de moins haut vol, des économistes à gages, pour reprendre une expression. Il y a des cadres dirigeants des entreprises, des universités multinationales, des universitaires, Furet par exemple, comme ça, Rosan Ballon, des gens comme ça. Et ça, on a voulu montrer que la domination aujourd'hui était bien spécifique et qu'un processus de libération, de reprise en main de la souveraineté, nécessitait non seulement de mettre un terme au pouvoir des classes possédantes, qui existent toujours, il y a toujours des classes possédantes, donc il faut mettre un terme à cette classe sociale, à son pouvoir, à ses propriétés, mais qu'il faut aller au-delà. Et il faut éliminer les classes dirigeantes, les classes dominantes, qui jouent un rôle majeur, notamment dans la bataille idéologique, dans la guerre idéologique. Donc voilà la raison pour laquelle on a choisi la notion de classe dominante. Ensuite, sur le système représentatif, faut-il du tirage au sort? J'avoue qu'on n'a pas encore débattu, on n'a pas atteint ce point. Ça va faire partie des débats à venir. Moi, personnellement, je ne sais pas bien, je n'ai pas travaillé le dossier. A priori, j'ai plutôt un réflexe contre le tirage au sort, parce que c'est une forme de fin de la politique. Enfin, je l'interprète comme ça, peut-être à tort. Mais je ne suis pas assez compétent. Mon point de vue n'est pas éclairé. C'est-à-dire, je ne sais pas.
chacun se mettra à niveau quand on abordera le sujet. En parler, si tu veux. On va l'aborder dans le cadre de nos propositions institutionnelles. Ça, c'est prévu. Le moment n'est pas encore tout à fait précis parce que ça demande beaucoup de travail, mais ce sera abordé. Ensuite, sur l'État. Alors, sur l'État, moi, quand on parle de l'État, je commence par définir ce que j'entends par l'État, pour qu'on parle de la même chose. Pour moi, l'État, c'est l'ensemble des administrations centrales, plus les services publics, plus les collectivités locales, plus la fonction publique hospitalière. Voilà ce qu'est l'État pour moi. Et donc, si on est d'accord avec cette définition, ou s'il y a une autre définition, mais ça permet de discuter, l'État, donc, conçu de cette manière-là, et en droit d'ailleurs, c'est le gouvernement qui dirige l'État. Par exemple, dans un ministère, il y a des administrations centrales, il y a des administrations déconcentrées. Qui est le chef de l'administration? C'est le ministre. Le ministre est le chef, le ministre de l'Éducation nationale est le chef de l'administration de l'Éducation nationale. C'est le chef des fonctionnaires. Et donc, État, arbitre, tout ça, c'est de la propagande pour jeter de l'illusion sur la réalité. Le rôle de l'État, les administrations, les services publics, ce que j'ai défini, ne se définit pas uniquement au service des classes, de la classe dirigeante dominante du moment. Bien sûr, les gouvernements qui dirigent l'État le font en fonction de leur orientation politique et le font en fonction des intérêts qu'ils défendent comme partis politiques. Et certains partis politiques défendent directement les intérêts des classes possédantes, ils font partie des classes dominantes, d'autres défendent objectivement les intérêts des classes possédantes, comme les socialistes, sans que le lien soit totalement direct, bien qu'il soit de plus en plus direct. De plus en plus. Et donc, ils utilisent les administrations centrales, les services publics, les collectivités territoriales, pour répondre aux besoins des classes sociales dont ils défendent les intérêts. Mais, en même temps, les intérêts des classes dominées sont présents dans l'État. Par exemple, au ministère de l'Éducation nationale, les classes dominantes ne peuvent pas faire totalement ce qu'elles veulent. Et on peut prendre toute une série d'autres administrations, de services publics, bien que le rapport de force soit dégradé, il existe une résistance et des conditions institutionnelles qui font que l'État n'est ni arbitre, évidemment, ça c'est un leurre, ni mécaniquement, automatiquement, le représentant des intérêts des classes dominantes. C'est une situation contradictoire dans laquelle la lutte s'opère pour que finalement le pouvoir décisionnel soit arraché aux classes dominantes. Donc si on est d'accord avec cette définition, l'État comme l'ensemble des administrations centrales, des services publics, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière, ajoutons la sécurité sociale, c'est l'État. C'est l'État, bien que ce soit une institution privée. Hein, dans la comptabilité nationale, la sécurité sociale est comptée comme une institution privée.
mécanisme nécessaire à la société. Dans le sens de l'intérêt des classes dominantes, quand c'est possible, privatisation, démembrement de l'État, politique qui est menée depuis des décennies, les politiques de décentralisation aujourd'hui, accélérées, mais ça fait l'objet d'un rapport de force. Et donc l'objet de la lutte, ça n'est pas pour moi le pouvoir des travailleurs. Moi je suis contre le pouvoir des travailleurs, totalement contre. Je ne vois pas au nom de quoi les travailleurs devraient avoir le pouvoir. Les citoyens, oui, mais pas les travailleurs. Pourquoi cette seule catégorie? Et qu'entend-on par travailleurs? Des salariés seulement? Quid des paysans? Quid des petits entrepreneurs? Le monde du travail, si tu préfères. Même les privés d'emploi, le monde du travail. Ah, c'est vrai. Oui, non, je me suis mal exprimé. Mais même, non. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais je ne mets pas le citoyen banquier sur le même côté que le citoyen petit actionnaire, que le citoyen lambda et que le citoyen Nicolas. Tous les citoyens, mais bon. Je vais répondre. Bon. Il y a compte pouvoir. Moi, je te dis, tu me poses la question, donc je réponds. Je pense qu'il faut utiliser le pouvoir des citoyens, quel qu'il soit. C'est le pouvoir des citoyens. En République, la souveraineté appartient au peuple. Elle n'appartient pas à une catégorie. Que cette catégorie soit la force de travail, soit ceci, soit ça. Non. Notre conception de la souveraineté et du pouvoir, le pouvoir émane du peuple. Et le peuple, ce sont les citoyens. Par conséquent, ça ne veut pas dire d'ailleurs que telle ou telle catégorie n'a pas de pouvoir particulier lié au lieu d'habitation, mais un droit particulier qui est un droit national, c'est-à-dire sur tout le territoire, les droits doivent être égaux, partout, sur le territoire, par exemple dans la gestion des collectivités locales, dans la gestion des services publics. Tout cela ne peut procéder que de lois votées par le Parlement, s'appliquant à l'ensemble des citoyens. Sur les lieux, dans les organisations productives, de production de biens matériels, de production de services, des droits particuliers, en effet, peuvent être et doivent être accordés aux salariés. Mais c'est un pouvoir qui est limité à l'organisation productive elle-même. D'ailleurs, la question même de l'autogestion est une question qui mérite débat, parce que les organisations productives ne peuvent pas exister pour le seul intérêt de leurs salariés. La vocation d'une organisation productive, c'est de répondre aux besoins de tous les citoyens publics. Et donc, il n'y a strictement aucune raison pour que les salariés de telle ou telle organisation productive décident, oui, de ce qu'ils vont produire, de la manière dont ils vont produire, pour leur intérêt propre. Absolument pas. Tout ceci doit être débattu, lié dans un cadre beaucoup plus général. Ensuite, et donc la conquête de l'État, que signifie la conquête de l'État? Ça veut dire reprendre que les citoyens reprennent en main l'État conçu, encore une fois, comme l'ensemble des administrations centrales, des services publics, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière. Reprendre en main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système, y compris le statut des fonctionnaires, doit être modifié, que dans des directions sensibles, et principalement la direction du Trésor, l'inspection générale des finances, il y ait des réformes radicales permettant l'entrée des citoyens d'une façon ou d'une autre, de nouvelles têtes, c'est-à-dire un nouveau recrutement, c'est très important, qu'il y ait des modifications de fonctionnement, des modifications institutionnelles, qui permettent une transparence, par exemple des décisions, qui permettent un suivi et qui permettent une articulation
création et également une meilleure protection des fonctionnaires, particulièrement des fonctionnaires territoriaux et des hauts fonctionnaires, pour les soustraire aux pressions du pouvoir politique. Bien, en même temps c'est contradictoire, puisque le fonctionnaire doit obéir au pouvoir politique. Il doit obéir, quel que soit le pouvoir politique, mais il ne peut pas être soumis. C'est-à-dire qu'il lui faut une liberté, une certaine liberté, une protection. C'est la raison du statut du fonctionnaire, et notamment du fait qu'il ne peut pas perdre son emploi, précisément pour être mis à l'abri des pressions politiques qu'il pourrait subir, et donc il peut s'opposer. Donc tout ça est à revoir. Et c'est très important, évidemment, parce que aujourd'hui, la haute fonction publique et la fonction publique territoriale sont des lieux où les fonctionnaires sont soumis à des pressions très importantes et n'ont pas assez de protection. Donc ça, ce sont des modifications du statut qui doivent être opérées. Ensuite, sur l'articulation entre internationalisme et projet socialiste. Bon, moi je pense qu'on peut lier les deux, mais que les deux ne sont pas nécessairement liés. Parce que l'internationalisme, c'est-à-dire considérer d'abord à la fois l'égalité des êtres humains, quel que soit leur lieu de naissance, leur couleur de peau, leur religion, tout ce qu'on veut, d'une part, qui est une composante, la composante humaniste de l'internationalisme, et le fait qu'il s'agit d'une conception des relations internationales peut se faire avec ou sans projet socialiste. Parce qu'on peut considérer qu'un régime, disons, modéré, pas socialiste, pas projet socialiste, peut-être dans la conception des étapes, qui étaient celles du parti de la gauche, du mouvement communiste, où il y avait, par exemple, dans beaucoup de partis communistes, une étape dite de démocratie avancée, pour reprendre des termes qui étaient utilisés dans les années 60 ou 70, c'est-à-dire avant de viser le socialisme et le communisme. Quand on lit aujourd'hui des textes du petit parti communiste, ils sont pour le parti communisme tout de suite, sans d'ailleurs définir jamais le communisme, on ne sait pas ce que c'est. Eux-mêmes d'ailleurs, probablement ne le savent pas. Mais ils veulent le mettre tout de suite à l'ordre du jour, sans le définir. Bon, on n'est pas tout à fait dans cette orientation. Et on peut donc considérer que le socialisme, lui, il a une définition précise. On a défini ce que nous entendons par socialisme. Ce sera peut-être d'ailleurs une séance à faire prochainement. On a fait un premier travail qui n'est pas évidemment totalement abouti, mais nous avons les éléments. Alors, on peut considérer qu'il y a des étapes avant d'aller au socialisme, qu'il y a une phase de transition, pour reprendre l'expression trotskiste, reprise par les communistes orthodoxes, disons, pendant longtemps, avec la notion de démocratie avancée, une étape de démocratie avancée, avant le socialisme, pour préparer le socialisme. Et donc, dans une étape, disons, de république sociale, pour utiliser un autre langage, un autre vocabulaire, une démocratie sociale, une république sociale, il y a une attitude internationaliste, c'est-à-dire une conception des relations avec les autres nations fondée sur la coopération, fondée sur des accords bilatéraux. Mais des accords bilatéraux dans lesquels, évidemment, alors c'est tout un débat, on l'a lu d'ailleurs, il y a des camarades qui considèrent que le principe même d'un traité international est à contester. Pourquoi? Parce qu'un traité international, dans son essence, est une renonciation à la souveraineté. Et à la politique. Oui, c'est la même chose, c'est la conséquence.
c'est une renonciation à la souveraineté, mais la différence, c'est que c'est une renonciation volontaire à la souveraineté, qui n'est pas contrainte, dans la mesure où on accepte de de se mettre d'accord, par exemple, sur telle ou telle chose. Il peut y avoir des éléments où nous acceptons une renonciation à la souveraineté. Mais c'est notre souveraineté de faire ce choix en même temps. Alors, donc, il y a un débat un peu théorique, mais pas seulement théorique, il y a des applications pratiques, très concrètes, très immédiates. Donc, pour l'instant, nous, l'état de notre réflexion, c'est des accords bilatéraux sur le plan commercial, sur le plan culturel, sur le plan militaire, sur différents plans, sur un certain nombre de plans, accords bilatéraux, parce que l'accord bilatéraux est celui qui impose le moins de contraintes à l'État souverain, beaucoup moins qu'un accord multilatéral. Beaucoup. Donc voilà l'état de notre réflexion sur le fond. La planification, c'est un sujet que nous allons mettre sur le tapis bientôt, pareil, dans l'élaboration de notre programme, on en est à 30%, 3 parties sur 10, et la planification fait partie des 70% qu'on n'a pas encore travaillé. Donc ça va venir, nécessairement, mais pour l'instant,